Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 70 d'Histoire en série où je reçois aujourd'hui Emmanuel Droit. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors Emmanuel, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à Sciences Po Strasbourg, vous êtes un ancien directeur adjoint du centre Marc Bloch et vous avez été philo du centre d'histoire du temps présent de Potsdam et de l'Institut d'études avancées de Nantes. Vous êtes spécialiste de la RDA et de la guerre froide et vous venez de publier notamment une récente synthèse sur l'histoire quotidienne de la RDA au PUF qui s'intitule 24 heures de la vie en RDA qui est paru en 2020 aux presses universitaires de France. Alors Emmanuel, vous êtes déjà intervenu dans le podcast pour nous présenter, la première saison de cette série qui en comptera normalement 3. On va y revenir. Vous avez présenté dans l'épisode numéro 13 Deutschland 83. Vous revenez aujourd'hui dans l'épisode 70, nous présenter Deutschland 86. Alors, pour commencer peut-être, Emmanuel, présentez-nous cette deuxième partie, on va dire, peut-être saison de la série. Oui, alors avec Deutschland 86, eh bien les producteurs de Deutschland 83 ont voulu en quelque sorte surfer sur le succès international de la première saison. Ils ont voulu prolonger ce succès qui a été une vraie surprise dans la mesure où c'est une série au départ allemande qui avait vocation à connaître un succès en Allemagne et paradoxalement, le succès n'a pas forcément été au rendez-vous outre-Rhin, et c'est finalement à l'international, notamment aux États-Unis et dans d'autres pays du continent européen, que la série a trouvé finalement son public. Ce qui fait que pour la saison 2, 3 ans plus tard, donc Deutschland 86, eh bien les chaînes allemandes, à commencer par la chaîne privée RTL, qui avait diffusé la première saison, n'avait pas voulu être associée au financement parce qu'elle avait jugé que les audiences étaient trop médiocres lors de la diffusion de la première saison en 2015. Et donc, ce qui est intéressant de relever peut-être, si on rentre dans les coulisses de la saison, c'est que c'est Amazon Prime qui a contribué au financement de cette deuxième saison, qui a donc été diffusée d'abord en 2018 donc sur Amazon Prime, et puis ensuite elle a connu le circuit de diffusion identique à la première saison, c'est-à-dire aux États-Unis via Sundance TV et puis en France par Canal+. Alors on retrouve finalement dans cette série les mêmes penseurs et les mêmes acteurs. La série est de nouveau écrite par Anna Winger et elle mobilise les mêmes personnages. Mais cette fois, ce qui est intéressant, c'est que finalement, on sort du cadre très étroit de cette petite RDA et les auteurs et les acteurs nous emmènent finalement, aux quatre coins de la planète, puisque on va en quelque sorte internationaliser l'action de cette série en multipliant les intrigues et les terrains, puisque les téléspectateurs vont faire des allers-retours entre la RDA, l'Afrique du Sud, l'Angola, la Libye. Donc, il y a une forme d'internationalisation qui se concentre sur le continent africain. Et ça, ça fait vraiment le premier gros intérêt de cette nouvelle saison, puisque ça nous montre en fait comment le continent africain a été finalement un des enjeux majeurs de la guerre froide à partir des processus de décolonisation. C'est quelque chose qu'on étudie bien dans les programmes scolaires au lycée. Et dans le cadre de cette guerre froide, ce qui est intéressant, alors ce qui est peut-être moins connu, puisque ce qu'on étudie souvent au lycée, c'est l'ingérence en fait des États-Unis et de l'Union soviétique dans le contexte de guerre civile, par exemple, comme au Congo. Là, ce qui est intéressant, c'est de voir la compétition finalement germano-allemande sur le terrain africain, et puis l'émergence d'acteurs africains, je pense notamment à la Libye, qui, dans les années 80,
est un des acteurs majeurs de ce qu'on appelle le terrorisme d'État. Donc, on reprend les mêmes acteurs, on internationalise l'intrigue et on retrouve donc notre célèbre agent Colibri, Martin Raur, qui a été mis sur la touche en fait à la fin de la première saison et qu'on retrouve finalement en Angola, exilé donc dans un pays ami de la RDA, un pays socialiste qui a accédé à l'indépendance après son émancipation de la tutelle portugaise. Et on retrouve donc Martin Rohr qui reçoit la visite de sa tante, cet agent du renseignement extérieur est-allemand qu'on avait déjà vu dans la première saison, qui lui demande de reprendre du service pour une nouvelle mission. Et cette nouvelle mission, là aussi, elle fait écho aux dimensions internationales de cette guerre froide au milieu des années 80, puisque elle touche finalement à la question de l'apartheid en Afrique du Sud et du contournement finalement de l'embargo imposé par les puissances occidentales pour faire du commerce avec l'Afrique du Sud de manière complètement illégale. Et on va retrouver un peu de manière surprenante et paradoxale ces agents est-allemands qui vont illégalement essayer de faire du commerce. Alors non pas avec les opposants au régime de l'apartheid, mais avec, vous le verrez, les représentants finalement de cet État raciste. Et ce qui est intéressant, c'est que la grande richesse de la première saison, c'était d'avoir mis en lumière, j'allais dire, la densité historique de l'année 1983 en nous montrant finalement que cette année 83, elle marque une sorte de rejeu du premier moment de guerre froide qu'on a connu entre 1948, 49 et 1962, 63. Et là, la grande force de la saison, c'est de nouveau de faire un éclairage sur une année, de montrer toute la densité de l'année 1986, mais cette fois plutôt sous un angle en lien avec le début, cette idée d'un début du déclin ou un début de la fin du communisme de type soviétique. Un peu l'image, on pourrait prendre un peu l'image d'un Titanic lancé à pleine vitesse vers l'iceberg, avec des acteurs, notamment ceux qui jouent les cadres de la police politique est-allemande, de la Stasi, qui sont conscients de la catastrophe à venir, mais qui n'arrivent pas à changer le cap en fait, politique, et qui donc n'arrivent pas à sauver le régime en dépit de leurs efforts. Et donc, il y a vraiment une belle réussite pour le coup à montrer tout ce que l'on peut tirer finalement de cette année 1986 pour comprendre comment finalement cet empire soviétique implose et comment finalement ce communisme soviétique va être balayé de la scène de l'histoire 3 ans plus tard, en 1989. Deutschland 86, donc vous avez commencé à introduire cela, Emmanuel. Plusieurs intrigues vont s'entremêler. On va voir, il y a une certaine idée de l'internationalisation, pardon. Vous avez raison de l'évoquer. Alors peut-être pour commencer, c'est quand même une série, on est au cœur des années 80, en plein milieu. On voit véritablement la banqueroute de la RDA. Oui, c'est l'autre grand point fort de la deuxième saison. Le premier, on vient d'en parler, c'est cette dimension internationale de la RDA et des intrigues et donc des terrains d'action. Et l'autre point fort, eh bien, c'est de nous montrer finalement, en effet, une RDA qui est en fait depuis la fin des années 70 aux abois sur le plan financier. Alors la série ne le montre pas directement, mais en 1983, la RDA avait déjà évité de peu la banqueroute grâce à l'octroi d'un prêt généreux accordé par le gouvernement ouest-allemand et qui avait été négocié par le ministre Strauss, qui avait accordé un prêt donc à la RDA. Et on le voit dès les premières minutes du premier épisode. On voit à travers le lieu principal, qui était déjà le lieu principal de la première saison, à savoir le quartier général de la Stasi, que la RDA a besoin de devises pour continuer à financer la coûteuse et généreuse politique sociale que Erich Honecker avait lancée tambour battant au moment de son arrivée au pouvoir au début des années 1970, ce qui est resté
dans les slogans du SED de l'époque, qui étaient présentés dans les slogans du SED de l'époque comme l'unité de la politique économique et sociale. Et cette généreuse politique sociale, à la fois nataliste, très ambitieuse sur le plan de la construction des logements, avec la construction de ces grands ensembles, de ces quartiers périphériques, de ces grands ensembles de Plattenbauten, de ces immeubles en préfabriqué, eh bien, elle a un coût. Et dès le début de l'épisode numéro 1, on voit apparaître une figure assez iconoclaste dans le paysage de ces cadres très ternes et de la Stasi, qui est joué par Anke Engelke, qui joue le rôle de Barbara Dietrich, qui est une nouvelle recrue en fait de la Stasi, en charge des affaires économiques et qui parle le langage de l'Ouest, le langage capitaliste, et qui cherche à développer toute une série d'opérations pour renflouer les caisses vides de l'État. Et elle utilise une sorte de ruse de l'histoire, pour reprendre une expression hegelienne, puisqu'elle cherche à utiliser les recettes du capitalisme pour défendre une idéologie communiste sclérosée, incarnée par les collègues qui sont autour de cette grande table au sein du quartier général de la Stasi, et qui n'arrivent pas à trouver les solutions pour sauver financièrement la RDA. Et on va le voir au fur et à mesure des épisodes. J'allais dire, tous les moyens sont mobilisés pour sauver la RDA de la banqueroute. Alors, il y a des moyens illégaux, comme le trafic d'armes et de vente d'armes en Afrique du Sud à l'armée sud-africaine. On va même jusqu'à, et ça c'est une histoire vraie, acheter un ancien paquebot de la télévision ouest-allemande pour affréter des missiles jusqu'au Cap. Alors, la dimension authentique ou véridique de cette histoire du paquebot, en fait, c'est que la RDA a vraiment acquis un ancien paquebot ouest-allemand, mais c'était pour organiser des croisières, en fait, pour la classe ouvrière est-allemande. De manière plus sombre et plus cynique, c'est une des nombreuses intrigues que vous allez trouver dans cette deuxième saison. C'est l'utilisation de patients ou de malades est-allemands pour tester des nouveaux médicaments ouest-allemands. On a là peut-être un des plus beaux rôles de la deuxième saison, ce rôle d'un médecin est-allemand qui découvre justement l'instrumentalisation de ces patients, et qui est le rôle de Tina Fischer dans cette saison. Mais globalement, ce personnage de Barbara Dietrich et toutes ces combines plus ou moins malhonnêtes, c'est évidemment une allusion à quelque chose qui a véritablement existé et qui a été, dont la création en fait remonte au milieu des années 60. C'est ce qu'on appelle dans le jargon des historiens de la RDA la COCO. La COCO, K-O-K-O, c'est en fait un acronyme qui désigne le terme de coordination commerciale, et derrière ce terme apparemment neutre se cachait en fait un bureau économique, alors qui était d'abord attaché au ministère des Finances dans les années 60, mais qui est très vite passé sous la tutelle de la Stasi d'Erich Mielke, et qui était dirigé par un personnage de l'ombre qui a été révélé par les médias ouest-allemands au début des années 90, qui était Alexander Schalk Golodkowski, qui en fait dirigeait ce bureau économique et qui donc était chargé de trouver ces devises en pratiquant du trafic d'œuvres d'art, en mobilisant les services de renseignement extérieur de la Stasi pour faire du vol de brevets industriels ou du vol de produits technologiques. Bref, la Stasi, on le voit, c'est pas un hasard si Deutschland 86 replace encore une fois au cœur de la série la police politique est-allemande, parce que elle n'avait pas seulement un rôle crucial dans le contrôle de la société et la surveillance de la société ou l'atomisation de la société, mais la Stasi avait également un grand pouvoir financier, et surtout elle connaissait extrêmement bien la situation catastrophique des entreprises est-allemandes au début des années 80, qui accumulaient les retards technologiques, qui accumulaient les problèmes d'approvisionnement, de fonctionnement, de productivité. Alors tout cela a été masqué parce que les chiffres du plan étaient trafiqués, mais globalement, la Stasi, c'était celle qui connaissait le mieux parmi toutes les institutions du régime l'état de délabrement de la RDA, et qui, à travers cette COCO, essayait de maintenir le Titanic à flot.
Et puis, vous l'avez aussi dit en introduction, Emmanuel, d'autres intrigues à la fois nationales au sein de la RDA et internationales se mêlent. Alors la première, on est en plein dans les années 80, en plein, on va dire, apogée du régime de Kadhafi en Libye, et on a, à travers la série, de nombreuses allusions à cela, notamment à travers les attentats. Oui, alors là aussi, je trouve d'un point de vue historique ou historiographique, une des réussites de ce film, c'est de montrer que, alors ça fait écho également, elle le dit, la productrice Anna Winger, euh, j'allais dire, aux angoisses de son temps présent à elle, c'est-à-dire de notre temps présent à nous, marqué par la menace de différentes formes de terrorisme. En Allemagne, c'est plutôt le terrorisme d'extrême droite en ce moment. En France, le terrorisme lié à une forme de radicalisation islamiste. Mais c'est vrai que quand on se replonge dans le milieu des années 80, on voit qu'on est en train de changer déjà de paradigme. C'est-à-dire que le paradigme de la guerre froide et cette opposition Est-Ouest est en train de s'essouffler. Et il y a un autre paradigme qui monte en puissance. Et d'ailleurs, le président Ronald Reagan, à partir du milieu des années 80, après avoir été l'incarnation de ce Cold Warrior au cours de son premier mandat présidentiel, va se transformer lui-même et incarner finalement déjà les débuts de la lutte contre le terrorisme international. Et le terrorisme international, au milieu des années 80, il est en train de changer de visage. C'est-à-dire que autant dans les années 70, ce terrorisme international était associé à la cause palestinienne et symbolisé par les détournements d'avions perpétrés par différents mouvements de résistance palestinienne affiliés au mouvement de Yasser Arafat. Autant le terrorisme du milieu des années 80, c'est un terrorisme sponsorisé par la Libye de Kadhafi qui cherche à être en quelque sorte le grand leader pan-arabe qui a tenté d'être Nasser dans les années 50. Et c'est vrai que dans la série, en circulant entre Berlin-Est, Paris, la Libye et Berlin-Ouest, eh bien, on voit émerger cette forme de terrorisme international. Il y a dans la série, je ne veux pas tout raconter, mais une allusion évidemment à un attentat contre une boîte de nuit fréquentée par des soldats américains. Et la Libye avait d'ailleurs été reconnue coupable quelques années plus tard par l'Allemagne de cet attentat de 1986 à Berlin-Ouest. Et on est à une époque où les États-Unis ont fait émerger au niveau de leur doctrine de défense cette notion qu'on retrouvera en 2001 après les attentats du 11 septembre de ces États voyous, de ces rogue states. Et Reagan, en 86, après l'attentat de la discothèque de Berlin-Ouest, où des GI étaient morts, avait ordonné des représailles en faisant bombarder des cibles stratégiques à Tripoli ou Benghazi par l'aviation américaine, avec le soutien tacite de Mikhaïl Gorbatchev, puisque la flotte soviétique à l'époque, qui était présente en Méditerranée occidentale, s'était finalement retirée de ce théâtre d'opération, puisque Kadhafi, qui était en théorie un allié de l'Union soviétique, était un allié trop remuant et trop problématique à une époque où Gorbatchev, justement, cherchait à se rapprocher des États-Unis de Ronald Reagan. Et donc, l'un des intérêts de cette série, c'est en effet de mettre en avant cet enjeu du terrorisme international avec toutes les formes d'instrumentalisation, d'intoxication, de désinformation entre l'Est et l'Ouest, et puis ce trublion libyen qui cherche finalement à déstabiliser les Occidentaux et qui va connaître évidemment les affres de la riposte américaine, puisque à l'occasion de ce raid d'avril 1986 contre Tripoli, le colonel Kadhafi va échapper de peu à la mort. Par contre, des membres de sa famille vont être tués au cours de ce raid. Et donc, c'est pour le coup une idée intéressante de montrer que à partir de 86, finalement, ce qui compte, c'est peut-être moins le paradigme de la guerre froide, moins la compétition Est-Ouest, que finalement d'autres enjeux globaux qui sont en train d'émerger et qui appellent à une réponse ou à une collaboration entre l'Est et l'Ouest. Et le terrorisme international fait partie de ces dossiers où justement Ronald Reagan va tendre la main à Mikhaïl Gorbatchev et où les deux vont essayer de nouer des liens de coopération qui vont déboucher finalement 3 années plus tard sur l'enterrement de la guerre froide.
Ça, c'est intéressant. Juste une anecdote pour terminer sur ce point. Un an après le raid sur Tripoli, un an après l'attentat contre la discothèque à Berlin-Ouest, Mikhail Gorbatchev va proposer en 87, dans son discours à l'Assemblée générale de l'ONU, l'invention ou la mise en place d'un tribunal international contre le terrorisme. Et de cette manière, eh bien, il fait un appel de pied aux Occidentaux pour des formes de collaboration. Justement, Emmanuel, autre événement marquant de cette année 1986 que l'on a déjà évoqué dans le podcast, dans l'épisode 11 avec Julie de Schepper et qu'on voit dans la série, c'est l'accident de Tchernobyl. Oui, alors là aussi, c'est pour ça que cette année 86, elle est évidemment choisie avec beaucoup de pertinence par les auteurs de la série, même si l'accident de Tchernobyl, il n'est pas fondamental, il vient quand même étayer cette thèse principale de la saison 2, qui est de dire, voilà, 86, on est au début de la fin du communisme, et les auteurs se sont évidemment amusés à chercher tous les détails ou tous les événements historiques qui pourraient étayer cette thèse. Alors, d'un côté, ça donne un petit côté, c'est peut-être un point de critique qu'on peut quand même formuler par rapport à cette série, ça donne un petit côté linéaire et quasi inéluctable, c'est-à-dire que voilà, on regarde cette série avec les yeux de contemporains du XXIe siècle qui connaissent la fin de l'histoire. Donc, on oublie de restituer toutes les incertitudes liées au présent du milieu des années 80. Donc, en 86, annoncer déjà la fin du communisme, c'est évidemment exagéré et c'est erroné. Mais c'est vrai que l'accident de Tchernobyl montre eh bien, un certain nombre de défaillances et de dysfonctionnements du secteur du nucléaire civil en Union soviétique. Vous ajoutez à cela évidemment les difficultés à communiquer autour de cet accident et puis finalement l'obligation progressivement de reconnaître un certain nombre d'erreurs et de dangers pour la population. Tout cela nous ramène aussi finalement d'une certaine manière au temps présent et fait écho à ce que l'on a connu aussi au début de la crise sanitaire avec la communication gouvernementale sur les masques. Il y a des parallèles intéressants à faire là-dessus. Mais c'est vrai que l'accident de Tchernobyl vient renforcer cette thèse selon laquelle le communisme de type soviétique est vraiment à bout de souffle. Et puis, Emmanuel, autre fait mondial que l'on voit qui a été aussi bien représenté, c'est dans les années 80 l'apparition du sida. Et donc, on est face à cette médiatisation qui commence à se mettre en place. Et ça, la série retranscrit bien cette ambiance de l'époque. Exactement. Elle le fait à travers la figure d'Alex. Pour ceux qui ont vu la première saison, c'est le fils de cet officier justement qui est infiltré et espionné par Martin Rohr, par l'espion Colibri. À travers la figure d'Alex, ce qui est intéressant, c'est que autant dans la saison 1, on avait mis l'accent sur ces grands mouvements estudiantins et sociaux contre finalement les tensions, le regain de tension de guerre froide et finalement la volonté de défendre le pacifisme indépendamment de la rivalité entre les blocs. Ça, c'était la première saison. La deuxième saison, à travers Alex, qui était le militant pacifiste de la première saison, eh bien, on retrouve finalement un militant cette fois engagé pour eh bien, contribuer à la médiatisation de cette crise sanitaire mondiale liée au sida. On le voit à travers toute une série d'actions, notamment à travers une action performative contre une entreprise qui produit qui essaie de produire des traitements. Et de ce point de vue-là, c'est une intrigue supplémentaire qui vient entrer en collision avec l'intrigue du terrorisme, l'intrigue de la banqueroute en RDA. Alors c'est vrai qu'une des critiques qui a été faite à la série pour la deuxième saison, c'est de trop multiplier les intrigues et d'aller trop vite, c'est-à-dire de ne pas suffisamment s'intéresser à la psychologie des personnages et à leur évolution. Mais à travers Alex et puis les relations qu'il a avec un GI américain, ou encore avec les relations, puisqu'on retrouve l'agent infiltré à l'ouest qui était présent dans la saison 1, Tish Beer,
enseignant à l'université de Bonn, lui-même homosexuel et qui lui-même va être atteint de l'épidémie touchée par le sida. C'est une façon aussi de rappeler que, voilà, encore une fois, le paradigme de la guerre froide est en train de s'essouffler et qu'il y a des enjeux globaux contemporains qui traversent l'Allemagne ou les deux Allemagnes, parce qu'il y avait aussi des cas de sida en RDA, et que de ce point de vue-là, on a affaire à une épidémie mondiale qui connaît en fait ses premières formes de médiatisation. Et ça, c'est évidemment un autre aspect intéressant de la série. Et puis, Emmanuel, si on change d'échelle, on se rend compte finalement, vous avez commencé aussi à l'évoquer tout à l'heure quand vous parliez de la coco, on voit aussi le fonctionnement interne et les dérives internes de la RDA. Alors, pour voir un autre aspect, c'est celui, par exemple, de l'adoption d'enfants dont les parents ont été démis de leur droit à la parentalité par l'État. Par exemple, cette affaire-là est aussi une des intrigues de la saison 2. Oui, c'est cette série qui nous ramène très régulièrement en RDA, notamment à travers la figure on en a parlé un tout petit peu il y a quelques instants, de cette médecin, cette femme médecin est-allemande, Tina Fischer, qui découvre le scandale lié à l'utilisation de ces patients est-allemands pour des essais pharmaceutiques d'entreprises ouest-allemandes. Eh bien, lorsque Tina Fischer découvre cela, elle va être arrêtée, incarcérée, et comme on la juge indigne d'élever ses enfants dans la norme socialiste, eh bien, ces enfants vont lui être retirés. Et ces épisodes-là, très traumatisants, sont authentiques, c'est-à-dire que l'État s'arrogeait la possibilité de retirer la parentalité à des parents dissidents dans l'opposition ou qui avaient tenté de passer illégalement à l'Ouest. Et dans ce cas-là, les enfants étaient d'abord, dans un premier temps, placés dans des structures d'accueil, et ensuite des bons parents socialistes, entre guillemets, sélectionnés par le parti, étaient invités à prendre ces enfants et à les éduquer ou à les rééduquer. Et ces dossiers ont émergé au lendemain de la disparition de la RDA, puisqu'ils ont été médiatisés par des documentaires, par de la couverture de presse. Un autre exemple très célèbre de cette situation, pour ceux qui connaissent un petit peu la femme de Checkpoint Charlie, il y a cette histoire de cette Est-allemande qui est passée à l'Ouest et qui militait pour la paix, et qui a vu ses enfants eh bien, passer sous une tutelle d'une autre famille socialiste, et qui a médiatisé cette cause pour obtenir finalement que ces enfants soient libérés et qu'ils puissent passer à l'Ouest avec elle. Et donc, alors même si c'est de nouveau une intrigue, une couche d'intrigue supplémentaire dans l'histoire, ça donne beaucoup de profondeur finalement au personnage de Tina Fischer. Et puis ça vient nous rappeler que eh bien, la RDA était un État répressif, un État qui, un peu dans le prolongement de l'esprit de la première saison, eh bien, atomisait la société, détruisait des liens familiaux quand cet État estimait que telle ou telle personne constituait un élément de résistance, d'opposition, de déstabilisation au régime. Et donc, les décisions les plus brutales en termes de politique familiale étaient prises. Et donc, on retirait des enfants à des parents qu'on jugeait finalement indignes de participer à l'entreprise éducative. On le voit donc bien, Emmanuel, d'après ce que vous dites, hein, s'entremêlent plusieurs intrigues à l'échelle internationale, nationale, et puis il y a aussi l'évolution du personnage fictif lui-même de Martin Rauch. Alors Martin, justement, vous l'avez dit, hein, on le retrouve dans la saison en Afrique, donc ce qui va faire émerger d'autres problématiques, et puis on le voit se démener, j'allais dire comme un beau diable, pour essayer de retrouver son fils Max. Oui, alors Martin Rohr, dans cette saison, c'est une sorte de couteau suisse ou de caméléon, c'est-à-dire que on le voit d'ailleurs, et en ce sens, la performance de l'acteur est remarquable. C'est un espion qui est capable d'un épisode à l'autre de changer de costume. On va le retrouver
en faux tennisman dans un country club en Afrique du Sud. Il est capable de se déguiser en punk. Il a une histoire avec une espionne ouest-allemande du BND. Là encore, c'est une manière aussi de montrer la rivalité entre les deux services sur le terrain africain et puis sur le terrain européen. Et puis, il y a son histoire personnelle, puisqu'on l'avait laissé finalement avec une mère malade qui, dans la première saison, avait une bibliothèque secrète dans sa maison, une petite amie qui incarnait toutes les vertus de l'éducation socialiste et qu'on retrouve également dans la deuxième saison, mais qui cette fois ne travaille plus pour la jeunesse libre allemande, mais pour la Stasi, pour les affaires économiques de la Stasi. Et Martin, finalement, va dans cette saison pas seulement endosser l'habit de l'espion, mais également du père, puisqu'il va découvrir l'existence de son fils Max et qu'il va chercher à retrouver au cours des 10 épisodes de la série, jusqu'à devoir faire un choix existentiel capital qu'on découvre lors du dernier épisode et qui fait rejouer un triangle entre lui, son ancienne petite amie, Annette, et puis donc ce jeune petit garçon qui s'appelle Max. Et ce triangle familial, eh bien, il entre en collision aussi avec ce que Martin a connu déjà lors de la première saison, c'est-à-dire ce goût de l'Ouest. Et donc, entre le désir de l'Ouest et le désir de vivre auprès de son enfant, il faudra faire un choix. Quand on a commencé à analyser ensemble la série Deutschland 83 dans l'épisode 13, Emmanuel, on s'était dit, c'est vrai, on s'était posé la question, est-ce qu'il s'agit d'une série en 3 saisons? Est-ce qu'au contraire, c'est plutôt une trilogie? Alors, qu'est-ce que là, on pourrait en dire? Parce que là, on a bien vu que les problématiques ne sont pas les mêmes, même si certaines reviennent, et notamment le caractère répressif, vous l'avez encore dit, de la RDA. Alors, à quoi on peut s'attendre, Emmanuel, pour, j'allais dire, la dernière saison Deutschland 89? Alors, Deutschland 89, dont la diffusion en France est annoncée pour 2021, va marquer, à mon avis, la fin de la trilogie, dans le sens où, finalement, quand on regarde l'évolution de 83 à 86, ce qui se dessine clairement, c'est le passage, donc l'avènement, la fin de la guerre froide et l'avènement d'un monde plus globalisé et plus fragmenté et plus instable, incarné par ce terrorisme. Et puis, ce que laisse sous-entendre Deutschland 86 de manière un peu linéaire, c'est que le communisme est condamné et que donc Deutschland 89, eh bien, ça va être ce moment où, en fait, où on va découvrir la chute finale, l'effondrement de cette idéologie, de ce régime et donc d'un service de renseignement qui a existé pendant presque 40 ans. Et ça va automatiquement poser évidemment la question de la manière dont les personnages que l'on suit depuis maintenant 2015, eh bien, ils vont évoluer dans ce que Michel Daubry appelle une conjoncture fluide, une situation de crise finalement où tout le monde perd ses repères, où les pratiques ordinaires et les routines s'effacent et où les acteurs doivent faire des choix et doivent renoncer à telle ou telle j'allais dire personne ou privilège ou situation, et ils doivent se réinventer. Et donc, d'une certaine manière, Deutschland 89, ça vient boucler la boucle, montrer finalement comment une idéologie et un régime peuvent disparaître en l'espace de quelques mois. Et puis, ça montre aussi ce que peuvent devenir en fait ces agents du renseignement. Qu'est-ce qu'on fait quand l'institution qui est censée vous protéger disparaît? Vous êtes à découvert et il va falloir se réinventer, se reconstruire. Et je pense que c'est aussi l'occasion de réfléchir à ce qu'a pu être 1989 comme césure d'expérience, comme rupture fondamentale dans les biographies, alors que ce soit un cadre du Parti communiste, un agent des services de renseignement ou on va dire un citoyen allemand, est-allemand ordinaire. Et en ce sens, évidemment, l'intrigue est prometteuse.
Effectivement, Emmanuel, et puis on attend peut-être une scène, j'allais dire mythique, la chute du mur, ou voir l'ouverture. On a tous en tête ces images de l'ouverture des archives de la Stasi. Peut-être que ça sera montré. En tout cas, vous l'avez dit, il y a cette chute finale est attendue et on attend de voir cette série qui se termine. Et on espère, Emmanuel, que vous viendrez d'ailleurs, quand elle sera sortie, la présenter à notre micro. On vous remercie pour cette intervention. Vous avez donné, comme tous les intervenants et intervenantes, une bibliographie indicative qui se retrouve sur notre site histoireensérie.com. Vous pouvez aller aussi voir un résumé de l'émission ainsi que les résumés des autres émissions avec les liens pour aller les podcaster. Vous pouvez aussi retrouver les résumés de chaque émission sur notre partenaire nonfiction.fr. Emmanuel Droit, je vous remercie beaucoup. Je rappelle votre livre 24 heures de la vie en RDA, qui est, je pense, un excellent complément pour celles et ceux qui voudraient approfondir et comprendre ce qui se passe dans ce pays-là entre 1949 et 1989. Ce livre est sorti donc en 2020 au PUF. Emmanuel Droit, merci beaucoup et à bientôt. Au revoir. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.